Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à l'introduction sur le cours Architecture des ordinateurs. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner et si à la fin de la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Bien, sans plus tarder, nous allons dès à présent débuter. Introduction. L'informatique, qui est l'une des principales disciplines intégrées à la productique, est une science centrée sur l'ordinateur. En fait, l'informatique joue un rôle fondamental dans le domaine de la productique, qui se concentre sur l'optimisation des systèmes de production. Alors, tout spécialiste en productique doit maîtriser le fonctionnement de bas niveau d'un ordinateur pour la mise en œuvre et le perfectionnement des systèmes de production automatisés. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la productique? En fait, la productique, c'est l'ensemble des méthodes pour concevoir et améliorer les processus de fabrication. Maintenant, le rôle de l'informatique dans tout ça. On a le contrôle des machines. Les ordinateurs gèrent et contrôlent les équipements de production. On a l'analyse des données. Ils permettent de collecter des informations en temps réel pour aider à prendre des décisions. Puis, on a la simulation. On peut tester des processus virtuellement avant de les appliquer. Passons maintenant à la notion d'architecture des ordinateurs. C'est une science qui permet d'étudier les différents composants internes des machines, expliquant leur construction et leur interaction. Un ordinateur, c'est un instrument complexe capable d'effectuer diverses tâches et dont les performances globales dépendent des spécifications de tous ces composants. On voit que là, on a la notion de composants qui revient encore. On a déjà vu ce que c'est que l'architecture des ordinateurs. Un ordinateur, c'est un instrument complexe capable d'effectuer diverses tâches et dont les performances globales dépendent des spécifications de tous ces composants. En fait, comprendre son architecture de l'ordinateur permet de savoir dans quelle mesure les caractéristiques spécifiques de chaque composant d'un ordinateur influencent la réactivité de la machine, de l'ordinateur, en fonction de son utilisation. Je reprends encore. Comprendre son architecture permet de savoir dans quelle mesure les caractéristiques spécifiques de chaque composant influencent la réactivité de la machine en fonction de son utilisation. Alors, pour répondre à cela, en fait, il faut se poser des questions. Pourquoi l'ajout de la mémoire accélère-t-il l'ordinateur? Pourquoi le temps d'accès d'un disque dur n'est-il qu'un des paramètres pour mesurer son efficacité? Comment les processeurs vont-ils toujours plus vite? Répondre à ces questions revient à comprendre l'architecture interne de son ordinateur. Bien, on va voir une généralité sur l'ordinateur, notamment l'histoire des ordinateurs. L'ordinateur est né du travail de plusieurs ingénieurs, théoriciens, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas un pôle de développement, mais plusieurs centres indépendants, chacun essayant de construire des machines qui n'existaient pas à l'époque. On a la génération 0, les calculateurs mécaniques. Nous avons les abacs. Avant l'avènement des machines mécaniques, les humains utilisaient des outils simples mais ingénieux, comme les abacs, pour faciliter leurs calculs. Ces instruments ont été les premiers à poser les bases du calcul automatisé, bien avant l'invention des machines à proprement parler. Puis, on a la Pascaline en 1642. Alors, l'invention de la Pascaline par Blaise Pascal que nous permet de faire un grand bond en avant. Cette machine première à pouvoir additionner et soustraire automatiquement marque un tournant dans l'histoire des instruments de calcul et annonce l'ère des premières machines à calculer mécaniques. Puis, nous avons le métier de Jacques Ward en 1805. Alors, dans cette lancée, les machines programmables
nous avons un autre progrès notable qui survient avec le métier de Jacquard. Alors, cette innovation ne se contente pas de faciliter les calculs, elle permet de programmer des actions répétitives à l'aide des cartes perforées, préfigurant ainsi la notion même de la programmation informatique. C'est le premier programme. Puis, nous avons Charles, pousse encore plus loin l'idée de la machine programmable avec sa machine analytique. C'est un véritable précurseur des ordinateurs modernes. Cette machine aurait pu révolutionner le monde de l'informatique si elle avait été terminée, mais ses principes guideront des générations d'inventeurs. On tombe ainsi dans la première génération, les tubes à vide. Alors, on avance maintenant dans le temps, à l'aube de l'informatique moderne. La Seconde Guerre mondiale va accélérer la création des premiers ordinateurs électroniques, marquant ainsi la naissance des machines à tubes vides. En fait, ces premières machines, comme le Colossus ou encore l'ENIAC, vont non seulement changer le cours de la guerre, mais aussi le monde de la science et de la technologie. On commence avec les tubes à vide, ici, sur la première image. Alors, les ordinateurs à tube à vide, bien qu'encombrants et peu fiables, représentent un progrès technique considérable, car grâce à leur capacité à amplifier les signaux électroniques, ils ouvrent la voie à des calculs de plus en plus complexes. Mais cette technologie ne restera pas longtemps en place, car une nouvelle révolution de pointe viendra, qui est celle des transistors. Puis, on a l'ENIAC de John Mauchly. Alors, l'ENIAC, souvent considéré comme le premier véritable ordinateur électronique, marque une étape majeure. Avec ses 18 000 tubes à vide, il incarne la puissance brute de l'informatique dès ses débuts. Toutefois, sa taille et sa lenteur laissent présager qu'une évolution plus grande est nécessaire pour rendre les ordinateurs plus accessibles et plus efficaces. Ensuite, on a l'EXAC de von Neumann, Ecker et Mauchly. Alors, quelques mois après l'ENIAC, l'EXAC va proposer une approche plus moderne de l'informatique. Ce premier ordinateur à programmer stocké en mémoire, conçu par von Neumann, qu'on va beaucoup revoir plus tard, va révolutionner le processus de calcul en permettant une programmation plus flexible et plus rapide, ouvrant la voie aux ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Puis, on a la deuxième génération, les transistors. Alors, la fin des années 50 marque l'avènement des transistors, une avancée majeure par rapport aux tubes à vide, moins encombrants, plus fiables et moins consommateurs d'énergie. Les transistors permettent aux ordinateurs de devenir plus compacts et plus puissants. Ce progrès ouvre la voie à une nouvelle ère d'innovation marquée par l'apparition des premiers jeux vidéo et des systèmes d'exploitation. Nous avons là le premier jeu vidéo dont Spacewar et quelques langages évolués tels que le Fortran et le COBOL. Vous avez une image illustrative de ce qu'on voit, ce qu'on appelle transistor. Bien. On passe maintenant à la troisième génération, les circuits intégrés. En fait, le développement des circuits intégrés où des milliers de transistors sont regroupés sur une seule puce marque un saut technologique. Cela permet non seulement de miniaturiser les ordinateurs, carrément, mais aussi de les rendre plus rapides et moins coûteux. Ce changement ouvre la voie à une ère d'informatique plus accessible, où plusieurs programmes peuvent être exécutés simultanément, optimisant ainsi les ressources. Alors, c'est très important de connaître l'évolution des ordinateurs et l'idée de penser. Vous voyez qu'ici, on dit miniaturiser les ressources.
Alors, la quatrième génération, les microprocesseurs. Avec l'arrivée des microprocesseurs, l'informatique fait un bond spectaculaire. Intel, en 1971, révolutionne l'industrie avec son microprocesseur qui permet de réduire encore plus la taille des ordinateurs tout en augmentant leur puissance. Cette miniaturisation donne naissance à l'ère des ordinateurs personnels, transformant radicalement la manière dont nous interagissons avec la technologie. Nous avons ici l'apparition d'Apple en 1976. OK. Aujourd'hui, on a la loi de Moore qui est encore d'actualité. Actuellement, les ordinateurs font partie intégrante de nos vies. Ordinateur jetable, ordinateur enfui ou encore embarqué, ordinateur de jeu, ordinateur personnel, serveur, ensemble de stations de travail, mainframe, superordinateur. Nous sommes arrivés à l'ère moderne, où la loi de Moore, qui prédit que la puissance des ordinateurs double tous les 2 ans, reste toujours d'actualité. Cette loi, en fait, est devenue un moteur clé du développement technologique qui nous permettant en fait de disposer aujourd'hui de machines extrêmement puissantes, toujours plus petites et plus accessibles. Ces transitions permettront de lier chaque point de manière logique et fluide. Nous avons débuté avec, on reprend, avec la génération 0, les calculateurs mécaniques. Puis la première génération, les tubes à vide. Ensuite, on a eu la deuxième génération, les transistors. La troisième génération, les circuits intégrés. La quatrième génération, les microprocesseurs. Et enfin, la loi de Moore. Alors, comme conclusion ou vraiment pour clôturer cette histoire des ordinateurs, il faut voir la loi de Moore comme si c'était une recette miracle, en fait, qui a permis de rendre les ordinateurs 2 fois plus puissants tous les 2 ans. On a dit ça. Maintenant, grâce à elle, aujourd'hui, les ordinateurs sont partout. On a des cartes de vœux au supercalculateur. Mais aujourd'hui, cette recette arrive à ses limites physiques. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut plus vraiment miniaturiser davantage. Du coup, ce que les ingénieurs font, c'est qu'ils trichent un peu. En utilisant d'autres astuces, ils mettent, c'est-à-dire plusieurs cerveaux, plusieurs cœurs ensemble, où ils créent des puces spécialisées et optimisent des logiciels. L'esprit de la loi de Moore, qui est de rendre les ordinateurs toujours plus performants, reste donc d'actualité. Mais les méthodes pour faire cela ont changé. OK. C'était les généralités sur les ordinateurs. On va maintenant passer à la structure, les généralités sur les ordinateurs, l'histoire des ordinateurs. On va maintenant passer à la structure de base d'un ordinateur. Et c'est très important de comprendre aussi cette notion-là. On commence par quelques petites définitions. Un ordinateur. Un ordinateur, c'est une machine capable de résoudre des problèmes en appliquant des instructions. Une instruction. Action à effectuer par l'ordinateur correspondant à une étape dans un programme. C'est une directive, c'est un ordre. Programme. Suite d'instructions décrivant la façon dont l'ordinateur doit effectuer un travail. Langage machine. C'est un ensemble des instructions exécutables directement par un ordinateur. Alors, c'est très important de connaître ces différentes définitions. Notamment, il y a une définition qu'on a eu à voir sur le cours d'algorithmie sur la chaîne. Après cela, toujours dans la structure de base d'un ordinateur, nous avons l'architecture de von Neumann. Cette architecture est appelée ainsi en référence au mathématicien John von Neumann, qui a élaboré en 1945 dans le cadre du projet EDVAC. La première description d'un ordinateur dont le programme est stocké dans sa mémoire. Alors,
qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des ordinateurs modernes utilisent cette architecture. Seules les technologies ont changé. Alors, cette architecture est basée sur 4 parties principales. On a l'unité arithmétique et logique UAL ou AUL, ou Arithmetic Logic and Unit. Elle effectue des opérations de base, addition, soustraction. On a l'unité de contrôle chargée du séquençage des opérations. On a la mémoire qui contient les données et le programme. Notamment, on a la mémoire vive et la mémoire de masse. Alors, la mémoire vive, c'est la RAM. C'est la table de travail de l'ordinateur. La mémoire de masse, on a le disque dur, HDD ou SDD. C'est l'armoire de rangement de l'ordinateur. Puis, on a les entrées-sorties, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Nous avons ici l'architecture de von Neumann que vous devez absolument comprendre, connaître. Donc, on a l'unité de contrôle qui interagit avec la mémoire. On a l'UAL qui interagit avec la mémoire. On a notamment l'accumulateur, on a les entrées-sorties. Et l'unité de contrôle, UC, va interagir avec l'unité arithmétique et logique. Bien, on continue avec l'architecture en couche. Alors, dans l'architecture en couche, on a le niveau 5, qui est la couche des langages d'application. Alors, le rôle ici, c'est le niveau le plus proche de l'utilisateur. Les langages utilisés, on a le C, le Python, le Java. Sa fonction est de permettre aux développeurs de créer des applications sans se soucier du matériel. Puis, on a le niveau 4, qui est la couche du langage d'assemblage. Son rôle ici est de faire l'interface entre les langages de haut niveau et la machine. On retrouve notamment le langage appelé assembleur. La particularité est que ce niveau dépend de l'architecture du processeur. On a le niveau 3, la couche du système d'exploitation. Son rôle, c'est le chef d'orchestre de l'ordinateur. Il a comme fonction principale la gestion des ressources, l'exécution simultanée. La gestion des ressources, quand je parle de gestion des ressources, mémoire, processeur, périphérique, l'exécution simultanée des programmes, multitâches, l'interface entre logiciel et matériel, la gestion des fichiers et de la sécurité. Alors, comme exemple, on a Windows, on a Linux, on a macOS. Puis, on a la couche 2, la couche architecture du jeu d'instructions propre à la machine. Alors, son rôle est de définir le langage natif du processeur. On ne va pas trop entrer en profondeur. Ensuite, on a la couche 1, qui est la couche micro-architecture. On a l'UAL, les opérations, les registres et tout. Donc, le rôle ici est l'implémentation physique de l'architecture des instructions. Par exemple, l'UAL, c'est pour effectuer des calculs. Le registre, ce sont des mémoires rapides, ultra rapides dans le processeur. On a l'unité de contrôle qui va diriger les flux de données et on a la cache qui est mémoire rapide pour accélérer les accès. Alors, sa fonction, c'est d'exécuter concrètement les instructions machine. Le niveau 0. Alors, le niveau 0, c'est le niveau 0 ou encore fondation physique de l'ordinateur. Les différents composants qu'on y retrouve, on a les portes logiques et ou non, circuits séquentiels. Les technologies qu'on va y retrouver, on a les transistors et les circuits intégrés. Et sa fonction, c'est d'implémenter les opérations booléennes qui forment la base du calcul. Principe, tout repose sur des signaux électriques. 0 volts qui représente généralement un 0 binaire et 5 volts qui représente généralement un 1 binaire. Maintenant à l'ordinateur du point de vue interne. Alors, premièrement, on a la machine électronique binaire. C'est la définition la plus pure d'un ordinateur. Il ne comprend que 2 états, 0, courant absent, et 1, courant présent. Tout texte, image, son est transformé en une série de 0 et de 1. Il faut comprendre ça. On va plus tard parler uniquement en 0, 1. C'est ce que la machine comprend de toute façon.
Fonctionnement des composants de base. On a des circuits électroniques. Tous les éléments de l'ordinateur sont constitués de petits circuits imprimés qui laissent passer ou non le courant électronique pour créer les 0 ou les 1. Très important. Organisation et communication entre les composants. Toutes les pièces ne sont pas juste mises dans un boîtier. Non, 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 non. Elles sont connectées et communiquent entre elles de manière organisée pour travailler ensemble. Puis, on utilise un langage machine, le système binaire. C'est le format sur lequel on va se baser pour définir ces 0 et ces 1. Muni d'un système d'exploitation. C'est le chef d'orchestre de l'ordinateur, le OS, le SE, Operating System. Alors, c'est le premier programme qui démarre soit Windows, soit macOS, soit Linux. Programme principal de l'ordinateur. Il permet de lancer d'autres logiciels, navigateur web, jeux. Il permet l'exécution simultanée d'autres programmes. Il gère tout le matériel, écran, clavier, souris, disque. Il gère les périphériques d'entrée, sortie et stockage. Nous avons ici un exemple d'un ordinateur avec ses différents composants. En 1, on a l'écran là. En 2, nous avons la carte mère, tout ce composant-ci. En 3, on a le CPU, le cerveau de l'ordinateur, ici. En 4, on a le bus, là. En 5, on a la mémoire vive, la RAM, là. En 6, on a la carte de périphérique, ça. En 7, on a l'alimentation. En 8, le lecteur de disque. En 9, le disque dur. En 10, le clavier. En 11, la souris. Il faut comprendre et connaître. Il faut surtout connaître ces différents éléments qui composent un ordinateur. Alors, merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai que cette vidéo était assez longue, mais l'objectif était vraiment de poser les bases, de comprendre les différentes avancées technologiques au niveau des ordinateurs et de voir les différents composants d'un ordinateur et de connaître la définition de ce que c'est que l'architecture des ordinateurs. À très bientôt pour une prochaine vidéo.